Un tir de missile qui manque sa cible atterrit sur un voisin et le monde retient son souffle. Un incident qui frôle la catastrophe, provoquant l'onde de choc. La nation sur la frontière occidentale aurait-elle consciemment tenté d'entraîner l'OTAN dans un conflit direct? L'ancien président polonais Andrzej Duda jette une lumière crue sur ce moment. Question à vous, où que vous soyez actuellement, notez votre ville et votre pays dans les commentaires. En 2022, un missile S-300 tiré depuis la nation sur la frontière occidentale s'est écrasé à Przewodów, en Pologne. Deux citoyens polonais y ont trouvé la mort. Immédiatement, des soupçons se sont portés sur l'origine russe du tir. Cependant, les enquêtes ont révélé une provenance inattendue, mais les faits ne s'arrêtent pas là. Tandis que cette tragédie secouait l'Europe, Moscou annonçait avoir divisé la ville de Kupiansk dans la région de Kharkiv. Une vidéo montrait des soldats russes au cœur de la ville, près des bâtiments administratifs. Les forces de la nation sur la frontière occidentale ne nient pas la présence russe, mais affirment les encercler en périphérie. Le même jour, le 3 septembre, la Chine organisait un défilé militaire imposant à Pékin, exhibant des missiles hypersoniques et des systèmes sans pilote. Un message clair adressé aux États-Unis et à Taïwan. Vladimir Poutine a réitéré sa volonté de rencontrer le dirigeant de la nation sur la frontière occidentale à Moscou, suite à une suggestion de Donald Trump. La réponse de Kiev fut cinglante. Dimitri Litvin, conseiller du dirigeant de la nation sur la frontière occidentale, a ridiculisé Poutine, faisant référence à sa prétendue fuite de Moscou lors de la marche de la justice du groupe Wagner. Le ministère des Affaires étrangères de la nation sur la frontière occidentale a jugé la proposition inadmissible. Il a rappelé que plusieurs pays avaient déjà proposé un terrain neutre pour les négociations. Le dirigeant de la nation sur la frontière occidentale, de son côté, a rejeté un scénario coréen de partition de son territoire, bien qu'il ait admis que tout est possible. Il a insisté sur le fait de ne pas céder le Donbass, le qualifiant de grand cadeau à la Russie. Donald Trump a exprimé son mécontentement face au conflit et a déclaré qu'il échangerait bientôt avec le dirigeant de la nation sur la frontière occidentale. Il a même affirmé avoir donné 2 semaines à Poutine pour accepter des pourparlers. Un correspondant de la Maison-Blanche a précisé que Trump s'était trompé et voulait en fait parler du dirigeant de la nation sur la frontière occidentale. Les responsables de la nation sur la frontière occidentale ont cité le mémorandum de Budapest de 1994 comme un exemple de garantie de sécurité défaillante. Ils ont martelé la nécessité de garanties réelles, fiables, efficaces et non de simples assurances. En mer Baltique, la flotte allemande se préparait à abattre des cibles aériennes, des exercices impliquant 40 navires et 2700 soldats de 14 pays de l'OTAN. Question à vous, vérifions la géographie de l'émission, indiquez la ville, le pays et éventuellement un drapeau. Ces manœuvres sont décrites comme le plus grand test de préparation de l'OTAN dans la Baltique depuis le début du conflit. Parallèlement, l'Allemagne envisage de durcir les pénalités pour les bénéficiaires d'allocations de chômage, y compris ceux de la nation sur la frontière occidentale qui refusent des offres d'emploi. Cela pourrait entraîner une réduction d'un tiers ou une annulation totale des allocations d'ici 2026. En Russie, le dirigeant communiste Sergei Malinkovitch a proposé une nouvelle loi radicale. Elle obligerait les propriétaires de résidences de luxe de plus de 300 mètres carrés ou de 10 pièces à acheter un appartement pour une famille nombreuse ou à faire face à une cohabitation forcée avec des familles à faible revenu par décision de justice. Enfin, l'Ouzbékistan a adressé une vive note de protestation à la Russie, une exigence d'arrestation et de punition d'un homme ayant publiquement insulté un chauffeur de taxi ouzbek à Moscou, le traitant d'esclave. C'est la deuxième note de ce type en 3 mois, après des plaintes concernant des raids violents et des mauvais traitements infligés aux migrants. Chaque événement, une pièce d'un puzzle mondial complexe. Mais comment tout cela s'articule-t-il et pourquoi cela compte-t-il pour vous ici et maintenant? L'incident du missile en Pologne, bien plus qu'un accident, pourrait être la face cachée d'une tentative désespérée de la nation sur la frontière occidentale pour entraîner l'OTAN dans un conflit direct. Si Duda est dans le vrai, cela change la perception de la nation sur la frontière occidentale. Elle deviendrait une force potentiellement imprudente, prête à risquer une confrontation mondiale pour ses propres objectifs. Cela pourrait éroder la confiance entre alliés et remettre en question la cohésion de l'OTAN. Les implications économiques sont lourdes. Ce genre de révélation refroidit les investisseurs, créant de l'incertitude sur les marchés. Un climat d'escalade pèse sur les citoyens, augmente le coût de la vie
Pour la sécurité, cela signifie une ligne de front non pas en Ukraine, mais potentiellement au cœur de l'Europe. Les exercices de l'OTAN en mer Baltique, bien que défensifs, sont perçus par certains comme une provocation. Ils augmentent le risque d'incidents, de malentendus. Imaginez une simple erreur de calcul. Et c'est la crise. La proposition de loi russe sur l'expropriation de logements de luxe soulève des questions fondamentales sur la propriété privée. Si cette loi passe, elle pourrait provoquer une instabilité sociale majeure, une fuite des capitaux. Quels sont vos biens les plus précieux? Quelles mesures ou sanctions changeraient réellement la situation dans la région du conflit? Soyez précis. Les déclarations de Duda sur la nation sur la frontière occidentale sont intervenues post-présidence, ce qui lui a permis une plus grande franchise. Kiev, en rejetant l'offre de Poutine, cherche à mettre en avant le soutien international, le ministère soulignant que 7 pays neutres ont proposé des plateformes de pourparlers. Quant à la gaffe de Trump, est-ce une simple erreur ou une manœuvre délibérée pour tester les limites de futures négociations qu'il souhaite? C'est le jeu des apparences et derrière ces communiqués se cachent des motivations complexes. Le dirigeant de la nation sur la frontière occidentale cherche un soutien militaire direct et maximal de l'Occident. Sa ligne dure sur les concessions territoriales prolonge le conflit. C'est inévitable. Duda, lui, veut préserver l'image de la Pologne en tant qu'acteur responsable. Poutine, en offrant des pourparlers, projette une image de volonté, mais à ses propres conditions, à Moscou. La stratégie, inverser les rôles et rejeter la faute sur Kiev si les pourparlers échouent. L'Allemagne, grâce aux exercices de l'OTAN, projette une image de force militaire, mais elle gère aussi les coûts sociaux et économiques du soutien aux réfugiés de la nation sur la frontière occidentale. Malinkovitch, le communiste russe, cherche à gagner un soutien populiste en s'appuyant sur le ressentiment envers les riches, une vieille tactique. L'Ouzbékistan, en protestant contre la Russie, protège ses citoyens. Un acte de souveraineté et de dignité face à l'arrogance perçue de Moscou. Est-ce là un coup de bluff ou une réaffirmation de la souveraineté nationale? Un expert pourrait dire que les nations se positionnent pour le prochain chapitre, quoi qu'il arrive. En qui avez-vous confiance sur ce sujet dans la région du conflit? Citez un expert ou un média, l'histoire est pleine d'échos. La situation actuelle n'est pas sans rappeler la guerre froide, avec ses tensions militaires et ses idéologies antagonistes. Le mémorandum de Budapest de 1994, où la nation sur la frontière occidentale a renoncé à ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité et d'une brûlante actualité. Son échec perçu nourrit l'exigence de garanties plus solides. La guerre russo-géorgienne de 2008 montre un schéma récurrent d'intervention militaire russe dans les États post-soviétique. La proposition russe d'expropriation des logements de luxe rappelle ces politiques soviétiques d'entassement où l'État dictait les conditions de vie. L'annexion de la Crimée en 2014, une violation flagrante du droit international, a aggravé la méfiance. Et puis la marche de Prigojine sur Moscou en juin 2023, évoquée par le conseiller du dirigeant de la nation sur la frontière occidentale, a mis en lumière des divisions internes. L'élargissement de l'OTAN est perçu par la Russie comme une menace existentielle, justifiant ses actions, et l'aide occidentale à la nation sur la frontière occidentale, bien que maintenue, fait l'objet de débats internes sur son coût et son efficacité. Tout cela se déroule dans un ordre mondial de plus en plus multipolaire. Font l'affirmation de la puissance militaire chinoise, la politique étrangère russe, des défis clairs à l'hégémonie américaine, la crise migratoire mondiale, l'exploitation des travailleurs, la xénophobie, des problèmes brûlants qui se manifestent partout, et la guerre de l'information bat son plein où la perception l'emporte souvent sur les faits. Votre pronostic sur la date à laquelle l'événement du conflit prendra fin, mois, année plus une raison, faux. Alors, que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios possibles. Le meilleur, une percée diplomatique. L'intervention de Trump combinée aux offres de pays neutres pourrait créer un environnement propice à de véritables pourparlers de haut niveau, un cessez-le-feu, des négociations sur un règlement politique sans concession territoriale et un retrait russe jusqu'aux lignes de 2022, la situation rêvée. Le pire, une escalade, la ligne dure du dirigeant de la nation sur la frontière occidentale et les tentatives de la nation sur la frontière occidentale d'impliquer l'OTAN pourraient conduire à un incident militaire direct entre l'OTAN et la Russie, peut-être en mer Baltique. Imaginez une telle étincelle, un embrasement général, le plus probable, une impasse prolongée.
Ni l'un ni l'autre ne capitule. La nation sur la frontière occidentale résiste aux concessions. La Russie consolide ses gains. Les attaques et contre-attaques sporadiques se poursuivent. L'aide occidentale fluctuant. L'Allemagne met en place des règles de bien-être plus strictes. La loi d'expropriation de la Russie devient un sujet politique, mais son application reste limitée. Les tensions avec les pays d'Asie centrale persistent. Enfin, un scénario inattendu, des troubles internes en Russie. La loi d'expropriation, combinée à d'autres facteurs sociaux, pourrait exacerber le mécontentement interne. Les ressources russes seraient alors détournées du conflit, entraînant des changements politiques imprévus. Qui gagne, qui perd si le conflit continue? Les complexes militaro-industriels partout, la Chine qui tire parti de l'instabilité mondiale pour étendre son influence, les régimes autoritaires qui se sentent confortés, les perdants, le peuple de la nation sur la frontière occidentale face aux souffrances continues, les économies européennes minées par la volatilité énergétique et les charges migratoires, le droit international affaibli et la population russe confrontée aux sanctions, à l'isolement et aux divisions internes. C'est un jeu à somme négative. Question à vous, aidez-nous avec le timing des émissions, indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Dans ce panorama complexe, où se situe la ligne rouge entre la politique de puissance et la dignité humaine? Laissez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage sans complaisance des événements mondiaux, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses critiques, partagez cette vidéo avec vos proches, ensemble nous pouvons comprendre les véritables enjeux de notre monde, un approfondissement sur les implications géopolitiques et économiques du conflit dans la nation sur la frontière occidentale. Le conflit en cours dans la nation sur la frontière occidentale, bien au-delà de ses répercussions immédiates, a redessiné les contours de la géopolitique mondiale. L'incident du missile en Pologne, bien que rapidement identifié comme un tir défensif de la nation sur la frontière occidentale et non comme une agression russe, a néanmoins révélé la fragilité des équilibres régionaux et la tension palpable aux frontières de l'OTAN. La déclaration d'Andrzej Duda, l'ancien président polonais, suggérant une tentative délibérée de la nation sur la frontière occidentale d'impliquer l'OTAN, même si elle n'est pas corroborée par des preuves formelles, a semé le doute, et a raison. Une telle action, si elle était avérée, remettrait en question la stratégie et même l'intégrité de la nation sur la frontière occidentale en tant que partenaire fiable potentiellement prête à provoquer une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie pour des gains tactiques. Cette perception pourrait éroder la confiance au sein de l'Alliance atlantique et diviser les alliés sur la meilleure voie à suivre pour soutenir Kiev. La cohésion de l'OTAN, déjà mise à l'épreuve par les divergences d'intérêts entre ses membres, pourrait en sortir affaiblie, ce qui ferait le jeu de Moscou. Les implications économiques sont tout aussi profondes. L'incertitude géopolitique persistante, alimentée par des incidents comme celui du missile ou par la rhétorique belliqueuse, freine l'investissement et perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le coût de l'énergie a flambé, exacerbant l'inflation et pesant lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages en Europe et ailleurs. Les sanctions imposées à la Russie, bien que destinées à affaiblir son économie et sa capacité à financer la guerre, ont également eu des effets d'entraînement inattendus, notamment sur le marché des engrais et des céréales, contribuant à une crise alimentaire mondiale. La relocalisation des industries, encouragée par les tensions, s'accompagne de coûts élevés et d'une perte d'efficacité pour les entreprises qui se traduisent in fine par des prix plus élevés pour le consommateur. L'Allemagne, moteur économique de l'Europe, est particulièrement vulnérable en raison de sa forte dépendance passée au gaz russe et des défis posés par l'afflux de réfugiés. Les débats sur le durcissement des conditions d'octroi d'allocations chômage en Allemagne, y compris pour les ressortissants de la nation sur la frontière occidentale, illustrent les tensions sociales et budgétaires que le conflit engendre au sein des pays d'accueil. Sur le plan de la sécurité, la ligne de front ne se limite plus au territoire disputé de la nation sur la frontière occidentale. La militarisation de la mer Baltique, avec les exercices navals impliquant 14 pays de l'OTAN, transforme cette région en un point chaud potentiel. Ces manœuvres, bien que présentées comme défensives et visant à renforcer la dissuasion, sont perçues par la Russie comme une provocation directe, augmentant le risque d'un incident involontaire qui pourrait dégénérer. L'espace aérien est également un théâtre de tensions, les violations de l'espace aérien et les interceptions devenant monnaie courante. Toute erreur de calcul, tout dysfonctionnement technique pourrait avoir des conséquences catastrophiques, transformant une guerre régionale en un conflit européen, voire mondial.
occidentale, réponse politique et sociale aux tensions persistantes. Les réactions politiques face à cette situation complexe sont multiples et révèlent la diversité des intérêts et des stratégies. Le rejet catégorique par Kiev de toute négociation sur le sol russe ou impliquant des concessions territoriales, notamment sur le Donbass, est une affirmation de souveraineté et une tentative de maintenir la pression sur le soutien occidental en insistant sur des garanties de sécurité réelles, fiables, efficaces. Les dirigeants de la nation sur la frontière occidentale cherchent à éviter la répétition de l'échec du Mémorandum de Budapest de 1994, dont la perception de trahison continue de hanter les esprits et d'alimenter la méfiance. La proposition de Poutine de rencontrer le dirigeant de la nation sur la frontière occidentale à Moscou peut être interprétée comme une manœuvre pour normaliser l'annexion des territoires et légitimer ses actions tout en rejetant la responsabilité de l'impasse sur Kiev. Les gestes diplomatiques des pays neutres, offrant des plateformes de pourparlers, soulignent la reconnaissance générale du besoin d'une solution négociée tout en évitant de se laisser entraîner dans la dynamique des blocs. Quant à Donald Trump, ses déclarations ambiguës et souvent contradictoires sur le conflit et les négociations avec la Russie, qu'il s'agisse de gaffes ou de manœuvres, sont calculées, injectent une part d'imprévisibilité dans l'équation. Elles testent les limites des relations internationales et pourraient, selon certains analystes, préparer le terrain pour de futures initiatives diplomatiques s'il devait retrouver le pouvoir. Sur le front interne en Russie, la proposition de loi du dirigeant communiste Sergueï Malinkovitch sur l'expropriation des logements de luxe est un exemple d'une rhétorique populiste qui instrumentalise le ressentiment social. Si une telle loi était mise en œuvre, elle pourrait déstabiliser la société russe, provoquer une fuite des capitaux et affaiblir les bases du pouvoir économique. C'est une tactique classique de diversion et de division, mais qui pourrait avoir des conséquences imprévues pour un régime déjà soumis à des pressions internes et externes. Les tensions avec l'Ouzbékistan résultant du mauvais traitement de ses citoyens en Russie sont un signe que la politique étrangère russe, même envers ses alliés traditionnels, n'est pas sans friction. Ces incidents qui mettent en lumière la xénophobie et les discriminations minent l'influence russe en Asie centrale et soulignent la nécessité pour ces pays de diversifier leurs alliances et de protéger leurs ressortissants. Leçon de l'histoire et perspective d'avenir. Le présent conflit résonne avec de nombreux échos du passé, l'ère de la guerre froide, avec sa course aux armements, ses guerres par procuration et ses idéologies antagonistes, offre un miroir pertinent aux tensions actuelles. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est, perçu par la Russie comme une menace existentielle, est un facteur de friction majeur, tout comme l'était l'expansion des blocs militaires pendant la guerre froide. La guerre russo-géorgienne de 2008, l'annexion de la Crimée en 2014 et plus récemment l'intervention en Syrie démontre une constante dans la politique étrangère russe, l'affirmation de sa sphère d'influence par la force en violation du droit international. Les divisions internes au sein de la Russie, mises en lumière par la marche de Prigogine et les rapports sur les tensions au sein de l'élite, rappellent les fissures qui peuvent apparaître dans des systèmes autoritaires sous pression. L'ordre mondial est en pleine transition vers une multipolarité croissante. L'ascension de la Chine en tant que puissance économique et militaire et son rapprochement avec la Russie remettent en question l'hégémonie américaine post-guerre froide. Cette réorganisation des pouvoirs mondiaux crée de nouvelles opportunités pour certains acteurs, mais aussi de nouvelles menaces et instabilités. La crise migratoire mondiale, exacerbée par les conflits et le changement climatique, met à rude épreuve les capacités d'accueil des pays et alimente des mouvements populiste et xénophobe, la bataille de l'information et la prolifération de la désinformation sur les réseaux sociaux sont devenus des armes à part entière dans ce nouveau paysage géopolitique, rendant la distinction entre faits et récits de plus en plus difficile. Quant à l'avenir, plusieurs scénarios se dessinent. Le scénario le plus optimiste repose sur une percée diplomatique, la confluence de différents acteurs, notamment l'intervention de personnalités comme Trump et les offres de médiation de pays neutres, pourraient, dans le meilleur des cas, créer une dynamique propice à un cessez-le-feu négocié. Un tel accord impliquerait un retrait russe aux lignes de 2022 et l'ouverture de pourparlers sur un règlement politique respectant la souveraineté de la nation sur la frontière occidentale sans concession territoriale contraignante
Cependant, la probabilité d'un tel dénouement est de faible au vu des positions actuellement campées par les belligérants. Le scénario le plus pessimiste est celui d'une escalade incontrôlée, une ligne dure prolongée de la nation sur la frontière occidentale, combinée aux provocations potentielles et aux tentatives d'entraîner l'OTAN dans un engagement direct, pourrait déboucher sur un incident militaire majeur. Cela pourrait être en mer Baltique, où les manœuvres militaires sont intenses, ou à un autre point de friction. Un tel événement, même accidentel, aurait le potentiel de déclencher une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie avec des conséquences imprévisibles et potentiellement mondiales, y compris un risque d'escalade nucléaire. Le scénario le plus probable est une impasse prolongée. Aucune des parties n'est prête à capituler ou à faire des concessions significatives. La nation sur la frontière occidentale résistera farouchement à toute tentative de partition territoriale, tandis que la Russie s'efforcera de consolider ses gains sur le terrain. Cela se traduira par des affrontements sporadiques, des offensives et contre-offensives limitées et une aide occidentale fluctuante ou soumise aux aléas politiques internes des pays donateurs. L'Allemagne continuera de jongler avec les défis économiques et sociaux liés au conflit. En Russie, la loi de expropriation pourrait devenir un outil politique ponctuel sans application généralisée, tandis que les tensions avec les pays d'Asie centrale persisteront. Un scénario inattendu mais plausible serait une déstabilisation interne en Russie, la frustration de la population face aux sanctions, à l'isolement international et aux politiques intérieures répressives pourrait s'accentuer. Des mesures telles que la loi sur les logements de luxe pourraient exacerber le mécontentement et entraîner des troubles sociaux. Si la Russie devait faire face à des défis internes importants, cela pourrait la contraindre à détourner des ressources du conflit, ce qui modifierait sa dynamique. Cela pourrait même provoquer des changements politiques imprévus au sein du Kremlin, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités ou à de nouvelles incertitudes. En définitive, dans ce jeu à somme négative, ceux qui profitent le plus sont les complexes militaro-industriels des deux côtés qui bénéficient d'une augmentation des commandes d'armement. La Chine, par sa position de non-alignement ostensible et ses relations économiques avec les deux camps, tire parti de l'instabilité mondiale pour étendre son influence géopolitique et économique. Les régimes autoritaires à travers le monde se sentent confortés dans leurs approches répressives en observant la résilience du régime russe face aux sanctions. Les principaux perdants sont les populations directement touchées par le conflit, notamment les habitants de la nation sur la frontière occidentale qui subissent des souffrances continues, des déplacements massifs et des destructions. Les économies européennes peinent à se remettre des chocs énergétiques et migratoires, tandis que le droit international, fondement de l'ordre mondial, est affaibli par les violations répétées. Enfin, la population russe elle-même paie un lourd tribut, confrontée à l'isolement, à la répression et aux conséquences des sanctions économiques. Le coût humain, social et économique de ce conflit est immense et son dénouement reste incertain. Question à vous, aidez-nous avec le timing des émissions, indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Dans ce panorama complexe où se situe la ligne rouge entre la politique de puissance et la dignité humaine, laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage sans complaisance des événements mondiaux. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses critiques. Partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons comprendre les véritables enjeux de notre monde.